Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15h sur votre station. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au deuxième numéro de l'émission Le Parlement chez vous. À la technique, Mamoudou Kamara et au micro, Seydou Baba Traoré. La restitution parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale sont les deux thèmes de ce numéro. Pour en parler, nous avons comme invités les honorables Zoumananti Doumbia, député élu à Boukouni. Bonjour. Bonjour. Ndoula Thiam, député élu en commune 4 du district de Bamako. Bonjour. Bonjour. Les 45 minutes de l'émission seront réparties comme suit. En premier lieu, on va aborder la restitution parlementaire. La deuxième partie sera consacrée au thème le contrôle de l'action gouvernementale. Et enfin, on aura comme troisième partie les questions des auditeurs. Le Parlement chez vous, avec NDI, URTEL, ORTM et USAID. Encore une fois, bonjour chers invités. Ma première question s'adresse à vous, honorable Zoumananti Doumbia. Qu'est-ce qu'on entend par restitution parlementaire? Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord et je remercie les auditeurs. Le député, c'est le représentant du peuple. À ce titre, il doit rendre compte au peuple qui lui a donné mandat. Et la restitution parlementaire n'est autre chose que rendre compte du travail que le député a eu à faire au nom du peuple à l'Assemblée nationale à ses mandats. Donc, toutes les lois votées, tous les travaux parlementaires faits au nom du peuple doivent être restitués à la population, en tout cas aux populations à la base. Donc, le fait d'aller rendre compte de tout le travail parlementaire abattu durant une session, c'est ce qui s'appelle restitution parlementaire. Ok. Honorable Cham, vous avez quelque chose à ajouter? Vous êtes élu en commune 4 du district de Bamako. Est-ce que vous avez l'habitude de faire la restitution parlementaire à vos mandats? Oui, tout d'abord, je dis bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs, bonjour à la presse qui est en train vraiment de faire un travail formidable aujourd'hui au niveau du Parlement pour que vraiment le Parlement malien soit encore plus connu par les populations. L'Assemblée nationale étant la représentation du peuple, l'Assemblée, comme le peuple malien, les 15-16 millions de Maliens ne peuvent pas venir, les 15-16 millions de Maliens ont mandaté des gens, ont donné un mandat à des gens qui vont venir éventuellement les représenter. Ces représentants sont tenus de faire retourner le message au niveau de cette base qui les a quand même mandatés. Donc c'est une obligation, ça fait partir des principes même de la démocratie et ça fait partir des obligations au niveau de l'Assemblée nationale. Nous, au niveau de la commune 4 du district de Bamako, nous avons l'habitude de faire la restitution. Sur une année, nous avons fait une première grande restitution que nous avons faite le 17 septembre passé en informant, donnant d'informations à tout le peuple au niveau de la commune où les populations ont énormément apprécié ce qui se passe en termes de démarche. Ok. En quoi consiste donc cette restitution? Cette restitution, c'est de parler. C'est tout d'abord d'expliquer au peuple ce que nous avons fait pendant d'une période A à une période B. Autrement dit, au cours d'une session. Au cours d'une session. Okay. Dans un intervalle bien déterminé, nous devons, après fermeture de cette session, nous devons aller voir cette population pour leur dire, voilà, à votre nom, nous avons fait ça. Voilà, un tel nombre de projets de loi a été voté, un tel nombre de projets de loi va éventuellement continuer à être, c'est-à-dire à être désormais à votre portée, et une telle obligation
vous êtes tenu par ça. Donc, cela va permettre à la population de savoir exactement qu'est-ce qui est fait. Okay. Avant peut-être toute promulgation, avant toute autre chose, mais il faut que le peuple soit vraiment au parfum, comme on le dit, au banc des différents projets de loi qui ont été votés. Honorable Doumbia, on constate par exemple au niveau de l'Assemblée nationale que les débats sont en langue officielle, autrement dit en français. Je crois que c'est le règlement intérieur de l'Assemblée qui prévoit ainsi. Est-ce que les restitutions se font en français ou bien ça se fait en langue nationale? Merci beaucoup. Je crois qu'au niveau du cercle de Bougouni, nous sommes à notre deuxième restitution. Pour une première restitution, on a fait les 26 communes du cercle de Bougouni. Après une deuxième restitution où on a appelé toutes les communes pour venir à Bougouni. En fait, la restitution, en tout cas, comme je le fais, se fait en Bambara, en langue nationale. Parce que pour la simple raison que une grande partie de nos populations est analphabète. Et donc pour que la loi, pour que le texte voté, pour que les mesures prises au niveau de l'Assemblée soient accessibles, en tout cas à nos populations, nous faisons le devoir de transcrire, en tout cas d'expliquer ou de restituer à la base en langue nationale. Et ça évite à ce que les populations soient prises dans un piège, parce que nous les juristes, nous avons l'habitude de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Quand le peuple ne connaît pas la loi, ce principe-là lui est applicable, quand bien même que le peuple n'a pas cerné tous les contours d'un texte. Oui, parce que la loi, c'est dans une autre langue. Tout à fait. À laquelle les populations n'ont pas forcément accès. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi nous faisons le devoir quand même de faire la restitution en langue nationale. Et, en tout cas, prendre les préoccupations aussi des gens, leur expliquer, leur donner les détails des projets de loi votés. Ok. Honorable Thiam, la restitution, elle se fait où? Est-ce qu'il y a un endroit précis pour la restitution et elle intervient à quel moment? Bon, en termes de restitution, comme vous le savez, c'est de ramener l'information vers nos populations. Ça peut se faire de deux manières. À mon avis, une première, c'est de se déplacer en tant qu'élu, d'aller vers les populations, c'est-à-dire commune par commune, circonscription par circonscription, pour éventuellement les expliquer, voilà ce qui a été fait en termes de procédure. Ça, c'est une première. Une deuxième, c'est de créer, par exemple, si on peut le dire, une sorte de place publique, pour éventuellement la population peut éventuellement venir se retrouver. C'est-à-dire en essayant de créer vraiment, de trouver une salle, un cadre pour appeler les différentes populations. Venez, voilà, on va faire quand même un travail, on vous dira exactement ce qui a été fait. Donc ça, c'est les différentes procédures. Mais généralement, le plus appliqué chez nous, c'est qu'avec tout ce que nous avons, le respect que nous avons pour nos populations, c'est d'aller vers les populations sur les différents sites et éventuellement les expliquer, voilà ce qui a été fait. Ça, c'est une première. Deuxièmement, en termes de temps, c'est-à-dire, il y a quand même une période. Nous avons en première, c'est-à-dire la première semaine, à partir de la première semaine du mois d'avril jusqu'à 90 jours, nous sommes en session. Donc, il va être extrêmement difficile aux députés, en cette période, d'aller vers les populations. Donc, c'est-à-dire d'avril jusqu'au mois de septembre va être difficile. Ça, c'est fermé. C'est-à-dire, si nous sortons de ça, nous revenons la première semaine du mois d'octobre, nous commençons une session de 75 jours, qui est session budgétaire. Il va être aussi difficile pour parler à la population, jusqu'à mi-décembre. Donc ça, c'est des périodes, hormis ces périodes, c'est-à-dire les autres périodes, si nous ne sommes pas en session extraordinaire, nous sommes tenus, on est obligé, on se fait un programme en fonction même de la disponibilité. C'est-à-dire, c'est le milieu paysan. C'est de voir quand est-ce qu'ils sont sur place, quand est-ce qu'on peut les voir, et c'est en fonction de ça qu'on fait. On fait des programmes par rapport aux différentes récessions. Honorable Doumbia, comment se déroule la restitution parlementaire? C'est questions-réponses ou bien disons ceux qui posent des questions sont triés sur le volet? En fait, pour compléter un peu l'honorable Thiam, c'est que la restitution parlementaire
doit se faire après la clôture de la session. C'est-à-dire on rend compte de tout ce que le travail abattu par les députés durant une session. Et maintenant, par rapport au déroulé, en fait, il s'agit d'abord d'expliquer, d'exposer les lois votées, d'expliquer le contenu et quel a été le rôle, quels sont les amendements proposés, quelles sont les recommandations faites par l'Assemblée nationale. Et ensuite, on donne la parole à la personne qui veut la prendre. Et après, si les gens intéressés, en tout cas, posent leurs questions, les députés sont là pour répondre. Il n'y a pas de restriction à ce niveau? Non, bon, en tout cas, en ce qui me concerne, il n'y a pas de restriction. Honorable Cham, vous aussi, il n'y a pas de restriction? Absolument pas. Ok, d'accord. Parce qu'on est là pour le peuple, donc on doit être à l'écoute de nos mandats, leur expliquer de fond en comble tout le travail abattu en leur nom. Parce que j'ai l'habitude de dire durant mes restitutions que les gens ne s'intéressent pas trop aux traités par rapport aux accords de prêt et autres, alors que c'est très important. C'est très important. Donc, je crois que c'est une question de culture. Les gens sont plus astreints à parler de leur quotidien, mais qu'à écouter réellement ce que le contenu des lois votées. Ok. Bon, ça c'est extrêmement important. Alors que le contenu des lois, c'est extrêmement important. Il faut que les citoyens soient au fait de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, au niveau des conditions de participation, est-ce qu'il y a des conditions particulières pour participer disons, à la restitution? Quand vous retournez à la base, est-ce que ceux qui viennent obéissent à des conditions particulières pour prendre part à la restitution? Non, moi je crois que nous partons vers nos populations, vers la base, pour éventuellement les expliquer ce qui s'est passé pendant une session, comme vient de dire l'honorable tout de suite, pendant une session donnée. Voilà, tel projet de loi ont été votés avec telle condition. Voilà, ça peut concerner la localité, comme ça peut ne pas concerner en termes de développement ou en termes même que ce soit une loi, comme on dit, une loi organique qui peut intéresser la vie même de la nation. Mais en termes de conditions de participation, je crois que c'est quand même des conditions, on ne peut pas fixer de conditions. Ce sont des gens qui nous ont mandatés. On est tenu de venir vers eux pour venir leur dire voilà les conditions. Maintenant, c'est à eux de poser, de demander et de se faire vraiment une idée de ce qu'on est en train de faire. Nous, en essayant de donner des explications. Donc, pas de conditions, nous donnons vraiment toute l'information vraiment à la population, à la base, pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe au niveau de l'hémicycle. Ok. Honorable Doumbia, une restitution parlementaire, ça peut durer combien de temps? Puisque vous l'avez dit tantôt, ça se fait en langue nationale. Or, les lois, les textes sont en français. Est-ce que vous faites une transcription ou bien vous faites l'effort, séance tenante, de rendre, disons, les textes en langue nationale? Oui, nous faisons l'effort, séance tenante, en tout cas, traduire en tout cas, les fondements de la loi en langue nationale. Et la restitution, la durée, c'est indéterminé. En tout cas, quand on prend une journée, pour telle commune, on est là pour cette commune-là, jusqu'à épuisement de toutes les questions et jusqu'à éclaircissement, en tout cas, pour nous, éclaircissement total de nos mandats. Parce que l'une des valeurs les plus cardinales d'une restitution, c'est de pouvoir éclairer la lanterne de nos populations. Donc nous nous efforçons, en tout cas, de prendre le maximum de temps pour quand même éclairer leur lanterne, pour leur fournir tous les éclaircissements possibles et pour leur donner tous les contours des textes votés pour que, en fait, ils puissent utiliser à bon escient. Ok. Honorable Cham, comment vous faites? C'est la même chose, vous faites une transcription ou bien c'est une traduction séance tenante? Non, ben, chez nous, c'est comme il a dit l'honorable, nous essayons vraiment, nous nous efforçons de traduire éventuellement l'idée du projet de loi, c'est-à-dire pas les transcrire, qui va quand même être un autre cadre de travail. Souvent, en termes de compréhension, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est de venir, par exemple, voir
voilà ce projet de loi qui a été voté au niveau de l'Assemblée, qui est désormais une loi de la République. On vous explique l'essence même de la loi. C'est telle chose. Je prends par exemple l'exemple chez moi. Nous avons fait par exemple la ratification de financement du projet de Kabbalah, qui est quand même sur l'eau potable, qui est un grand projet qui intéresse énormément, par exemple, ma commune. Par exemple, il y a des quartiers, il y a des zones qui attendent que ce projet aujourd'hui tourne. Djikoroni, entre parenthèses, tout le reste, en essayant de monter un peu vers les autres quartiers, Samé et autres, qui ont quand même un problème d'eau. Ces populations ont un problème d'eau. Quand ce projet a été posé, ils étaient vraiment tout émerveillés pour dire que voilà ce que nous cherchons, on attendait ça. Donc aux horizons 2018, il va y avoir de l'eau. Normalement, le problème d'eau ne serait plus vraiment un calvaire. Le cauchemar que vous vivez actuellement. Donc pour la population, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Plein de questions viennent par rapport à ça. Quand est-ce que ça va venir? Et si ça retarde, quelles seront les conditions? Comment vous allez faire? Donc ça suscite vraiment un débat entre l'élu et ses électeurs. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait partie vraiment de la gouvernance même, du cadre même de la démocratie. Moi, je crois que c'est quelque chose de capital. Ok. Honorable Doumbia, vous avez le sentiment que les populations, à travers, en tout cas, ce compte rendu, cette restitution, adhèrent, disons, à la restitution au niveau de Bougouni? Mais bien sûr que oui, parce qu'à chaque fois qu'on a convié les gens à la restitution, nous avons eu affaire à des salles remplies. Et l'assistance est restée jusqu'à la fin des travaux. Et le nombre va de plus en plus croissant. Et vraiment, je crois que c'est ce que les électeurs attendaient. Et ils l'ont dit à plusieurs fois. Ils ont dit que c'est une grande première. En fait, ils n'étaient pas habitués à recevoir de leurs élus le feedback. Et c'est ce qu'ils attendaient en fait. Parce que ça leur permet aussi de faire valoir leurs préoccupations qui permettra à l'élu soit de faire une question écrite ou bien en tout cas des questions orales à l'attention du gouvernement ou même voir le gouvernement pour juguler certains problèmes. Donc c'est extrêmement important. Et ça crée beaucoup plus d'engouement. Et le nombre, en tout cas, de l'assistance va croissant. Okay. Donc ça augure de bonnes choses. Ok. Honorable Cham, est-ce qu'un député peut faire la restitution à la place d'un autre? Difficilement. Difficilement parce puisque que... tout le monde n'a pas la même éloquence. La même éloquence. Communiquer aussi, c'est une science, c'est une technique. Et puis, est-ce qu'un député, par exemple, qui ne se sent pas vraiment à l'aise pour communiquer, peut se faire aider par un autre ou bien se faire remplacer à la limite? Oui, se faire aider, ça peut exister. Se faire aider entre parlementaires, collègues, on peut éventuellement se donner des coups de main. Mais se faire par contre remplacer, ça veut dire que ça a un problème de respect pour des électeurs. Vous ont élu, vous avez été élu par une base, vous devez éventuellement venir leur faire un compte rendu. Je ne sais pas quel genre de problème peut éventuellement vous pousser à vous faire représenter par quelqu'un d'autre qui puisse venir les parler. Ça veut dire que vraiment nous ne respectons pas. Si même en cas d'empêchement. En cas d'empêchement, je crois que vraiment une restitution peut toujours intervenir. Donc il serait toujours intéressant pour nous de respecter nos populations, de venir les parler à vive voix pour que les populations puissent comprendre, voilà le lieu que nous avons pris, voilà ce qu'il nous dit. Ah, ça c'est mes collègues, ça c'est d'une autre circonscription, ça c'est un collègue de travail, qui peuvent intervenir dans le cadre du débat. Mais essayer de se faire substituer par quelqu'un d'autre, moi je crois que cela ne me semble pas être, à mon avis, pas trop courtois pour nos populations. Et ça, ce n'est vraiment pas un souhait. Honorable Doumbia, vous n'avez pas eu connaissance d'un cas comme ça? Non. Vous-même, vous n'avez jamais été confronté à un problème comme ça? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vrai que j'ai des collègues qui sont venus, parce que je suis président de groupe, qui sont venus tout heureux assister à certaines de mes restitutions. Mais je crois que le problème ne se pose pas. Et à part peut-être, je ne sais pas, les cercles où il n'y a qu'un seul député. Sinon, je crois quand même que dans beaucoup de circonscriptions électorales, c'est que c'est
En tout cas, le minimum, c'est deux députés par circonscription. Généralement, vous faites ensemble ou bien ça se fait en solo? Généralement, nous le faisons ensemble parce que nous sommes élus ensemble et nous le faisons ensemble. Et en tout cas, depuis que nous avons commencé la restitution, nous les avons toujours fait ensemble. Ok. Voilà. Donc, si l'un n'est pas, ou bien n'a pas, parce qu'il y a des projets de loi, ça dépend de la commission dans laquelle vous vous trouvez souvent. Il y a quelqu'un qui est dans la commission saisie au fond, peut mieux maîtriser le projet en question que par rapport à un collègue qui n'est pas dans la commission. Donc, dans des genres de situations, c'est que sur celui qui est plus imprégné, qui a plus d'éléments sur le projet, intervient. Ok. Honorable Thiam, la restitution, elle s'impose à chaque député ou bien c'est facultatif? Tout d'abord, peut-être avant de continuer, je crois que notre institution est en train de mûrir vraiment une idée. C'est l'occasion pour éventuellement en parler. C'est-à-dire, comme ça a été tout de suite dit, le député peut aller tout seul faire la restitution. C'est-à-dire, ça va être une réflexion qui sera menée très prochainement, le député dans la commune. C'est-à-dire, mûrir cette idée où le député viendra tout seul devant ses électeurs, se présenter et donner des points de vue. Après, le député va venir sur la liste sur laquelle il a été éventuellement élu. L'ensemble de ses collègues vont venir avec lui et ils pourront faire la restitution cette fois-ci ensemble. Donc cette fois-ci, les députés devant le peuple. C'est-à-dire, ça va être des procédures qui seront très prochainement élaborées par notre Parlement, qui vont quand même revenir pour vraiment faire voir toute l'importance que nous sommes en train d'accorder à la restitution, qui fait que le peuple va éventuellement participer au Parlement, à la vie du Parlement. Donc, restituer fait partie des obligations d'un député. Si un député... C'est dans le règlement intérieur de l'Assemblée? De l'Assemblée nationale, okay, que nous devons aller vers nos populations, aller parler à nos populations, leur faire savoir ce qui se passe au niveau du Parlement, fait partie des obligations que a un député. Il s'agit de voter les lois, il s'agit de contrôler l'action gouvernementale, mais il s'agit aussi vous êtes aussi le représentant de vos mandats. C'est-à-dire, vous devez éventuellement les rencontrer, vous leur dire exactement ce qui s'est passé, fait partie des obligations aussi pour un député. Okay. Honorable Doumbia, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais je dirais même que c'est une obligation de redevabilité. Non. Parce que vous avez agi au nom du peuple, vous devrez rendre compte au peuple. Donc, c'est une obligation. C'est une obligation et tout député qui ne le ferait pas faillirait à ses obligations. Ok. Je vais enchaîner avec une autre question. Est-ce qu'il y a une différence entre la restitution parlementaire et un bilan de session? Bon, il y a une nuance. Il y a une nuance parce que, en fait, si vous parlez de restitution parlementaire et bilan de session, le bilan, ça peut être positif comme ça peut être négatif, alors que la restitution, elle est toujours positive. Donc, il y a une nuance à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que ça soit les mêmes choses. Ok. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission consacrée à la restitution parlementaire. Je vous rappelle que la restitution parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale sont les deux thèmes de cette émission. Pour y participer, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous avec NDI, URTEL, ORTM et USAID. Nous arrivons maintenant au deuxième thème de l'émission qui porte sur le contrôle de l'action gouvernementale. La Constitution de notre pays consacre le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. À ce titre, le pouvoir législatif appartient à l'Assemblée nationale qui vote la loi et contrôle l'action gouvernementale. Honorable Thiam, en quoi consiste le contrôle de l'action gouvernementale? Oui, une fois de plus, merci beaucoup quand même de nous donner cette opportunité.
comme on le disait dans la première partie, si le député a comme travail un travail de base, c'est de voter les lois, c'est de légiférer, le député a aussi une obligation de contrôler ce qui se passe. Donc contrôler l'action gouvernementale, et comme vous venez de le dire, tout de suite, quand nous regardons un peu le règlement intérieur même de l'Assemblée nationale dans le chapitre 3, dans le titre 3, c'est-à-dire le contrôle gouvernemental est inscrit avec toute une batterie d'éléments que éventuellement le député dispose pour éventuellement contrôler ce que fait le gouvernement. C'est une obligation, ça fait partir des obligations, des fonctions de base d'un élu. Ok. Honorable Doumbia, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je crois que pour rejoindre encore l'honorable Cham, sur un plan constitutionnel, je crois que l'Assemblée a deux grandes prérogatives, qui est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Okay. Qui parle de contrôle parle des moyens pour contrôler. Est-ce que l'Assemblée nationale, honorable Doumbia, dispose des moyens pour contrôler l'action gouvernementale? Bien sûr que oui. Je crois que ça a été rappelé par l'honorable Cham tout à l'heure. Le titre 3e du règlement intérieur de l'Assemblée nationale annonce toute une batterie quand même de choses qui permettent à l'Assemblée nationale de bien contrôler l'action gouvernementale. Vous avez d'abord les questions écrites, vous avez les questions orales, vous avez les interpellations, et une des grandes innovations aujourd'hui, c'est les questions d'actualité qui permettent à ce que l'Assemblée appelle tout le gouvernement, et le gouvernement est là dans son intégralité. Nous choisissons des thèmes d'actualité que nous posons directement au gouvernement. Okay. Et le gouvernement est une de vous avez parlé tantôt, par exemple, de la question orale. En quoi consiste la question orale et comment elle se déroule au niveau de l'Assemblée? La question orale, comme le dit le règlement intérieur, tout député peut déposer en plénière une question orale à l'attention des membres du gouvernement. Autrement dit, d'un ministre. D'un ministre, tout à fait. Okay. Le député, il adresse une question, il dépose au bureau de l'Assemblée, et le bureau de l'Assemblée est tenu d'envoyer au ministre concerné, et à la prochaine plénière, la question d'actualité est inscrite au premier rang. Et la question orale? La question orale est inscrite au premier rang de l'ordre du jour. Ça voudrait dire qu'avant l'analyse de tout projet de loi, la question orale est traitée. Et elle se passe en 2 heures de temps. Ok. Honorable Cham, est-ce qu'il y a un délai pour ça? Préparer cette question et l'envoyer à un ministre, est-ce qu'il y a un temps pour le ministre en question de préparer cette question? Est-ce que le ministre a l'obligation de répondre, disons, à la question orale au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, comme vous venez de le dire, notre Constitution, qui est quand même la base même pour nous de la République, notre texte de base, a vraiment été très spécifique en termes de séparation de pouvoir. C'est que le législatif existe, l'exécutif existe, le judiciaire est là. Donc chacun doit être dans une obligation, dans un jeu bien déterminé. Au niveau du Parlement, qui est le cadre de législation, où on légifère, c'est-à-dire ces outils sont aussi classés en fait. Nous avons d'abord un cadre en termes de groupe ou en termes de députés, c'est-à-dire de l'Assemblée, de l'institution même, il y a des éléments de contrôle. Ça a été tout de suite dit par l'honorable, qui est entre autres, les questions peuvent être écrites, que l'Assemblée nationale peut faire, les résolutions peuvent se faire. On est au niveau disons, de la question orale. Je voudrais savoir, quand un ministre est interpellé, il dispose de combien de temps pour traiter cette question orale? En fait, une question orale est envoyée directement par l'intéressé. Cette fois-ci, ça revient à un député. Okay. En tant qu'un élément, quelque chose vous concerne ou quelque chose que vous n'avez pas bien une bonne lecture. Vous êtes obligé de déposer, d'écrire et de déposer sur la table de l'Assemblée nationale. Okay. Quand une fois que c'est déposé sur la table de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée se charge de transmettre au ministre en question et le ministre est tenu à la séance plénière prochaine
qui arrive d'être là et de répondre à la question de façon systématique. Donc, pas question de temps, c'est-à-dire on vous le donne, c'est juste le temps qui entre deux plénières, où éventuellement cela peut arriver. Donc, si on dépose à cette plénière, la plénière suivante, le ministre est tenu d'être là avec ses éléments de réponse et de répondre à la question de l'élu. Ok. Honorable Doumbia, comment se déroule une question orale au niveau de l'hémicycle entre le député interpellateur et puis le ministre interpellé? Oui, comme l'a rappelé l'honorable Cham, la question orale elle est individuelle. Elle est individuelle, elle est déposée par un député. Et comme on a annoncé tout de suite, le bureau de l'Assemblée, le président de l'Assemblée l'achemine au ministre. Et le ministre, comme en fait la conférence des présidents, c'est elle qui détermine les jours de plénière. Et la prochaine plénière, la question orale est inscrite au premier jour. Okay. Et ça se déroule en 60 minutes. Okay. La parole est donnée au député interpellateur et au ministre interpellé. D'accord. Est-ce que si par exemple le député interpellateur n'est pas satisfait, disons avant l'heure indiquée, est-ce qu'il y a moyen de faire une prolongation? Ah non, parce que le règlement intérieur est très strict. Quand vous partez à l'article 90 du règlement intérieur, il dispose que les débats sur une question orale ne peuvent excéder en aucun cas 60 minutes. Ok. Qu'il y ait épuisement ou pas, qu'il y ait épuisement de la question. Pas, sauf si le député n'est pas satisfait, il a toujours la latitude de faire d'autres questions orales. Ok. Voilà. Ça va être pour d'autres séances. Pour d'autres séances. Honorable Cham, il peut avoir au cours d'une session, combien de questions orales? Par exemple, on sait que les questions orales, par exemple, sont retransmises en direct sur le réseau ORTM, à la radio et à la télé. Il peut avoir au cours d'une matinée ou d'une journée jusqu'à combien, disons, de questions orales? C'est-à-dire, tant que les questions orales sont déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée n'a pas d'autre priorité d'abord, c'est de traiter ces questions. Cela fait partie des obligations. C'est-à-dire, si c'est 5 députés qui le déposent, on va faire 5 heures, dont chaque député, chaque ministre dispose d'1 heure pour se répondre et se donner des questions. Ils sont les seuls à intervenir. Un autre député ne peut pas intervenir dans ce débat. Donc, c'est vous qui avez formulé les questions, vous posez les questions, le ministre en question vous donne des éléments de réponse. Cela se fait en 1 heure de temps. S'il y en a une dizaine qui se posent par semaine, et on va traiter les 10, c'est-à-dire quel que soit alpha. Donc, c'est en termes de limitation, ça n'existe pas. Tant que les députés ont ça comme préoccupation pour contrôler, savoir ce qui se passe, ils sont tenus, le gouvernement est tenu de nous répondre et d'être là pour éventuellement donner des réponses. Ok. Honorable Doumbia, on parle aussi de questions écrites. Est-ce qu'il y a une différence entre la question orale et la question écrite? Oui, la différence, vous l'avez annoncé tantôt, parce que les questions orales sont retransmises en direct à la télé et à la radio, mais les questions écrites sont envoyées directement au ministre concerné, qui est tenu de répondre de façon écrite. En fait, il n'y a pas de débat au niveau de l'hémicycle à ce niveau-là. Mais une fois que, ce qui est important de noter, c'est que quand le député n'est pas satisfait des réponses des questions écrites, il peut les traduire en questions orales. Et dans ce cas, il y aura un débat en direct à la télé et à la radio pour permettre à l'opinion nationale et internationale de savoir ce qui se passe au niveau de l'Assemblée. Okay. Est-ce qu'il y a encore d'autres moyens pour contrôler l'action gouvernementale? En plus de la question orale, en plus de la question écrite, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour contrôler l'action gouvernementale? Honorable Cham. Oui, comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale dispose de beaucoup de choses. C'est-à-dire d'abord les commissions d'enquête parlementaire, qui n'est plus individuelle, qui est cette fois-ci en termes de collectif. C'est-à-dire c'est un ensemble de députés, à peu près un minimum de 15 députés qui vont travailler, mûrir et éventuellement essayer d'enquêter par rapport à une question posée. Ça fait partie en termes de groupe. Cela existe. Il existe au-delà... Ça s'adresse à un ministre ou à plusieurs ministres?
s'adresse à une question brûlante qui concerne la vie de la nation. Okay. Donc l'implication, ça peut être au niveau d'un département, d'un ministère, comme ça peut être au niveau d'un ensemble de ministères qui vont être impliqués par rapport à une enquête, à une enquête parlementaire qui doivent éventuellement être couronnée par un rapport qui doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui doit éventuellement décider en fonction de ce qui serait retenu. Donc, au-delà même de cet aspect, comme ça a été dit, il peut aussi exister au niveau de l'Assemblée nationale toujours, en termes d'innovation, aujourd'hui, nous avons des questions d'actualité. Je veux savoir si Honorable Doumbia a quelque chose à ajouter par rapport à la commission d'enquête. Bon, la commission d'enquête, ce qu'il faut noter, c'est que toutes les sensibilités de l'Assemblée sont représentées. Et le règlement intérieur dit à chaque fois qu'il y a des commissions spéciales d'enquête, c'est que soit la présidence ou le poste de rapporteur revient à l'opposition. Si vous avez par exemple une commission d'enquête dont la présidence est pour la majorité, vous allez trouver que le poste de rapporteur est pour l'opposition. C'est pour jouer à l'équilibre et c'est pour que l'Assemblée puisse jouer tout son rôle. Parce que l'Assemblée, ce n'est pas là pour le gouvernement, l'Assemblée est là pour le peuple. Donc, et l'opposition et la majorité se doivent de travailler en synergie pour le bien-être de nos populations. Maître Cham, on parle aussi de l'interpellation du gouvernement. En quoi consiste l'interpellation? Oui, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il peut toujours avoir, toujours en termes comment dirais-je, de contrôle, l'interpellation aussi est un moyen de contrôler l'action gouvernementale. Oui. L'action gouvernementale. Cette interpellation, cette fois-ci, elle est faite de façon à l'ensemble du gouvernement. On interpelle le premier responsable, c'est-à-dire le Premier ministre, pour éventuellement venir poser les préoccupations qui ont été faites. Cette fois-ci... c'est un député qui interpelle ou bien c'est le groupe parlementaire ou ça se passe comment? Qui interpelle le gouvernement? Non, le gouvernement est interpellé, comme je l'ai dit, le gouvernement est interpellé, par exemple, en cas d'un problème ou d'une situation qui se pose, qui peut être fait par les auteurs. Mais cette fois-ci, le débat est un débat ouvert, où éventuellement les députés interviennent à pouvoir formuler, parce que la préoccupation doit être une préoccupation majeure. Ça ne peut pas être une préoccupation qui peut concerner une question sécuritaire. Par exemple, si nous prenons le cas sécuritaire, qui concerne la vie même de la nation, où la nation même est en jeu, donc c'est quand même une préoccupation où l'interpellation se fait pour que vraiment une justification, une explication soit donnée au peuple à travers ses élus. Honorable Doumbia, au cours de l'interpellation, c'est le Premier ministre qui est seul au pupitre ou bien il est épaulé par d'autres membres du gouvernement? Non, mais c'est le Premier ministre parce que c'est lui qui représente le gouvernement, c'est le chef du gouvernement. En fait, c'est lui qui doit se défendre. C'est comme une motion de censure, c'est comme une déclaration de politique générale du gouvernement. En fait, c'est lui qui engage la responsabilité du gouvernement. Donc, c'est lui seul qui intervient. Mais ce que je voulais ajouter, c'est qu'il est dit aussi dans le règlement intérieur que lorsqu'il y a question orale, et que le ministre concerné ne se représente, est absent 2 fois, le député peut transformer sa question orale en interpellation. Ok, d'accord. Ça, c'est très important. Ok, d'accord, on continue. Bon, à ce niveau précis, est-ce qu'il y a une différence entre la question orale et l'interpellation gouvernementale? Honorable Cham. Il y a une différence entre la question orale et l'interpellation du gouvernement. Oui, l'interpellation du gouvernement maintenant sort du cadre d'un ministre parce qu'une question orale, c'est avec un ministre, un département concerné, dont un député et un ministre doivent discuter pendant un temps déterminé. Mais cette fois-ci, si l'interpellation se fait, l'interpellation a un caractère beaucoup plus général. C'est que le Premier ministre est interpellé, le Premier ministre fait peut-être épaulé par les ministres en question ou tous ceux avec lesquels on le répète, mais la question est une question majeure, c'est-à-dire une question majeure où les députés interviennent en posant les préoccupations par rapport à cette situation. Est-ce que tous les députés peuvent intervenir ou bien peuvent s'inscrire ou bien ça se fait au prorata des groupes parlementaires? Voilà, bon, c'est pourquoi j'allais dire les questions orales et les interpellations ne sont pas les mêmes, même les déroulés ne sont pas les mêmes, parce que s'agissant d'une interpellation, c'est qu'au niveau de la conférence des présidents, il est établi la durée
la durée et la répartition du temps de parole. Dans ce cas, c'est que tout député ne peut pas intervenir, mais ça dépendra du temps, de la taille du groupe. En fait, si vous avez pour 2 heures, le règlement intérieur dit que le quart du temps de parole, c'est déjà à l'opposition. Okay. Donc même si l'opposition c'est 10 députés, même si l'opposition c'est en tout cas le quart du temps de parole déjà leur revient. Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur nombre. Même si c'est un seul député. Même si c'est un seul député. Bon, ce n'est pas possible parce que le règlement intérieur dit que pour former un groupe, il faut être 10 députés. Et le reste du temps de parole est réparti en fonction de la taille du groupe parlementaire. Plus vous avez un groupe grand, plus vous avez un temps de parole plus élargi. Et maintenant, chaque groupe va quand même s'organiser, comment intervenir et combien de personnes faire intervenir en fonction de son temps de parole. Et cette fois-ci, à la différence des questions d'action, et du moins des questions orales, où il n'y a que le seul député et le ministre concerné qui parlent, mais cette fois-ci, c'est le Premier ministre qui vient répondre et c'est l'ensemble des députés qui peuvent poser autant de questions en fonction de la durée établie par la conférence des présidents. Ok. Maître Honorable Thiam, quand est-ce qu'on parle de l'engagement de la responsabilité du gouvernement? Autrement dit, chez nous ici, je crois comprendre qu'il s'agit de la déclaration de politique générale. Oui, la déclaration de politique générale aussi fait partie des obligations vis-à-vis de l'Assemblée dans le cadre procédural. C'est-à-dire, avec l'arrivée d'un nouveau Premier ministre, il est tenu de venir devant le peuple, les représentants du peuple, faire la déclaration, voilà mes objectifs. Voilà ce dont je vais faire pendant telle période, telle période, avec un cadre bien cadré en termes de macro. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un nouveau Premier ministre, il est tenu, c'est une obligation de venir faire cette déclaration, cet engagement devant l'Assemblée nationale. Honorable Doumbia, il dispose de combien de temps entre la formation de son gouvernement pour venir faire la déclaration de politique générale? Bon, constitutionnellement, il n'y a pas de temps. Mais ce qui est sûr pour la légitimité, pour permettre même le contrôle de l'action gouvernementale, il est important et impérieux que le Premier ministre vienne, en tout cas, dans un plus bref délai, faire valoir son programme à la représentation nationale, qui va l'approuver ou qui ne va pas l'approuver. En fait, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement s'exerce de 2 façons. D'abord, le programme de déclaration de politique générale, la DPG, et aussi il peut y avoir la motion de censure. Dans tous les cas de figure, c'est la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. Donc, la différence entre les deux, c'est comment? Est-ce que, parce que avec la déclaration de politique générale, c'est le Premier ministre qui vient de son, même si c'est une obligation, c'est lui qui vient à l'Assemblée nationale. Or, je crois comprendre qu'avec la motion de censure, par exemple, ça peut être demandé par l'opposition, si je ne m'abuse. Bon, est-ce qu'il n'y a pas seulement une nuance entre les deux? Non, il y a une nuance. En fait, la déclaration de politique générale est du gouvernement, du Premier ministre. Maintenant, la motion de censure, c'est pour les députés, pas seulement pour l'opposition. Mais la pratique, c'est que très généralement, c'est l'opposition qui dépose une motion de censure. Tout à fait. Mais la motion de censure est en tout cas réservée aux députés. Mais dans les 2 cas, le Premier ministre est obligé quand même de venir défendre les points du gouvernement, en tout cas convaincre du bien fondé de sa politique devant la représentation nationale. Okay. Cette nuance, elle me paraît encore un peu floue, honorable Thiam. Est-ce que vous pouvez encore expliciter, en tout cas pour nos auditeurs? Parce que avec moi, je crois savoir que la déclaration de politique générale, par exemple, peut être sanctionnée par la motion de censure. Or, la même motion de censure peut intervenir avec ou pas la déclaration de politique générale. Oui. En fait, ce que vient de dire l'honorable tout de suite, en fait, quand vous regardez les 2 procédures, ils ont presque le même cheminement. En termes de cheminement, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un débat que vient faire un Premier ministre
Soit il vient pour présenter, ça c'est en termes de déclaration, voilà, mais je vous déclare ça, vous en tant que des élus. L'autre partie, c'est qu'il est interpellé, on l'interpelle pour qu'il vienne dire quelque chose, ou éventuellement qu'il vienne s'expliquer. Voilà une nuance entre les deux choses. Mais en termes de débat, c'est la même procédure. Vous venez vous expliquer devant le député, vous vous retirez pendant 48 heures. Les députés vont mûrir et regarder tout ce qui se passe. Ils reviennent. Le débat va porter sur le sujet en question. Si c'est en termes de déclaration de politique générale, c'est que cette politique serait discutée, votée et acceptée par le peuple. Si c'est en termes de motion de censure... Si ce n'est pas le cas, par exemple, si les députés majoritairement ne l'adoptent pas, en ce moment, on tombe dans la motion de censure. S'il y a une sanction, je veux dire, si par exemple la déclaration de politique générale ne fait pas l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale, comment on appelle ça? Ça, c'est en fait le rejet de la politique du gouvernement. D'accord. Et doit suivre, dans ce cas, la motion de censure. Mais la différence, elle est capitale. Ouais. Parce que même au niveau du mode de vote, en fait, pour la motion de censure, pour faire tomber un gouvernement, il faut les 2 tiers des députés. Ok. Et alors que pour l'approbation de la politique générale, la majorité est requise par rapport à ça. Ce que je voulais ajouter, c'est que pour faire la différence, c'est que la déclaration, comme on l'a dit, ça émane du gouvernement. Mais maintenant, la motion de censure, il faut le 1/10 des députés. 1/10 des députés peuvent déposer en tout cas, une motion de censure contre un gouvernement. Okay. Et pour que le gouvernement puisse tomber, pour que la motion puisse en tout cas, prospérer, il faut les 2 tiers de l'Assemblée qui votent pour cette motion de censure. Ok. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, moi, je voudrais juste dire que c'est un peu nuancé, mais en termes de nuance, la différence capitale que nous devons voir, c'est que si vous venez déclarer et si vous êtes interpellé par rapport à une situation, c'est 2 choses différentes que nous devons éventuellement voir. Et qu'en termes de vote, comme vient de dire l'honorable tout de suite, c'est ce qui fait en fait la nuance. Donc, pour une première cas, qui est l'acceptation de votre déclaration, c'est que les députés, à la majorité simple, disent oui, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Qui peut éventuellement conduire à la motion de censure. L'autre, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Vous venez, on vous interpelle par rapport à une situation et les députés doivent voter. Cette fois-ci, c'est le oui et le non. Fait maintenant, nuance, il y a une différence à ce niveau. Donc, si éventuellement les 2 tiers ne sont pas d'accord, ça peut ne pas passer à ce niveau. Merci. Je vous rappelle que la restitution parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale sont les 2 thèmes de cette émission, le Parlement chez vous. Pour y participer, téléphonez au 20 20 27 47. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de ce 2e numéro, le Parlement chez vous, qui a porté sur la restitution parlementaire, le contrôle de l'action gouvernementale. Nos invités étaient les honorables Zoumananti Doumbia, député élu à Bougouni, et Ndoula Thiam, député élu en commune 4 du district de Bamako. Réalisation Aloudim, présentation Seydou Baba Traoré. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission a pour thème le statut de l'opposition. Au revoir et à très bientôt.